Oui, non, mais c'est sympa, c'est plus dynamique. Je ne m'exprime pas comme expert, moi je suis député, donc je vous représente en réalité. Et je n'ai pas vocation à être un spécialiste du sujet. Mais c'est vrai que quand on commence sur des sujets quand même qui sont assez complexes, à devoir porter un regard critique et indépendant sur un système public, évidemment, on se crée une forme de compétence, je dirais, ou d'expérience. Alors peut-être déjà, peut-être deux, trois petites prises de distance par rapport à ce qui vient d'être dit. On est troisième les très bonnes années. On n'est pas troisième en général, on est plutôt 5 sixième. Et deuxièmement, 20 milliards, c'était vraiment une année exceptionnelle. On est plutôt en dessous de 10 milliards, même des bonnes années. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est très volatile. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la notion de bien, pour moi, ce n'est pas la bonne notion en réalité, parce que euh, on, on est plutôt dans le fait de donner à des États des moyens d'autonomie et de défense. On vend des armes à des gens qui en ont besoin en général. Pas toujours. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas besoin. Hein. Mais en général, on vend des armes à des gens qui en ont besoin et on vend des armes sophistiquées et chères. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du sous-produit Kalachnikov, on ne vend pas ce genre de choses, on vend des trucs qui coûtent des milliards. Et donc évidemment, pour pouvoir mettre des milliards, c'est qu'on a peur de son environnement et qu'on a besoin de se protéger. Voilà, et on en vend, c'est ça la question qu'on va poser, on en vend en général dans un contexte qui est totalement défini. Et c'est là où je parle un peu du contrôle. Totalement défini, c'est-à-dire que le plus important, finalement, élément de contrôle, c'est le choix du client. Si vous vendez effectivement une Kalachnikov à un mafieux, c'est très dangereux. Si vous la vendez à un policier suisse, c'est moins dangereux. Et bien là, c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se dire, déjà, il y a des pays interdits, il y a des pays possibles, et il y a des pays possibles sous contrainte. Donc, évidemment, sous contrainte, ça veut dire quoi? Avec des conditions, avec des engagements. Pendant très longtemps, ça a été une prérogative exclusive nationale de droit français. Et il y a eu effectivement pendant très longtemps, je dirais, une espèce de règle de droit qui était extrêmement interne, très très peu connue, et donc pour laquelle il n'y avait pas d'accès aux juridictions, pas d'accès de la part du citoyen, mais il y a toujours eu un système public très fort. Il faut bien voir qu'on n'est pas en France dans une logique où les entreprises se sentent comme des marchands de canons. On est dans une logique où les entreprises sont proches de l'État, y compris sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan des corps, et ces entreprises se sentent partie prenante de ce que vous disiez très bien, c'est-à-dire nous contribuons à la sécurité française en produisant des armes pour des armées, et ce n'est pas fréquent dans le monde, qui sont en général, mais qui sont engagées dans le cadre de mandats internationaux, en général. Bon. Et nous le produisons aussi à l'export pour cette souveraineté. Donc il y a à la base, il faut le dire, une forme de confiance forte entre les entreprises, le politique, et finalement, quelque part, je dirais, le gouvernement et les pouvoirs publics, et à la fin, au bout du bout, l'opinion. C'est-à-dire que le contrôle n'a jamais été un gros sujet d'opinion publique. Ça n'a jamais été un gros sujet d'opinion publique. D'ailleurs, le fait qu'on soit si peu nombreux aujourd'hui collectivement montre que ce n'est pas un sujet d'opinion publique. Parce qu'il y a à la base une perception qui est de dire c'est dans l'État, ça fait longtemps et l'État est sérieux. Alors moi, je peux vous dire simplement ma propre vision. Je n'ai jamais été dans le contrôle dans ma vie, mais j'ai vu des acteurs du contrôle de très près, avant et maintenant, de très très près. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques milliers de personnes dans l'État, dans les différents ministères, qui considèrent qu'effectivement, on fait un contrôle très sérieux. Très sérieux, ça veut dire quoi? On examine le client, ses détournements, on examine effectivement la façon dont il s'est comporté du point de vue de la prolifération, du point de vue du terrorisme, du point de vue effectivement de la revente et de la corruption, du point de vue du stockage des matériels, par exemple, et on voit sur la longue durée si ce client peut éventuellement un jour se retourner contre nous. Le premier élément du contrôle, c'est éviter que les armes que nous vendons reviennent contre la France ou ses alliés. C'est un discours très rassurant. Et en fait, du coup, on est vachement... Et c'est simplement, juste pour terminer, il y a un problème dans ce contrôle, un gros problème, c'est que ce que je vous dis, c'est écrit dans quelques textes, mais c'est totalement opaque. C'est-à-dire qu'ils sont très fiers, ces gens qui font ce contrôle, ces fonctionnaires qui sont après tout comme vous, comme moi, qui veulent bien faire leurs choses, ils sont très fiers de la perfection du contrôle, mais c'est une boîte noire.
Et finalement, l'État est juge et partie dans le fait de dire oui, j'ai un contrôle sérieux. Et ça, cette question devient maintenant une question publique. Je vous invite à lire le rapport que nous avons fait avec Madame Tabarot en 2018, 2019, 2020, avec d'ailleurs la contribution de personnes qui sont autour de nous, et qui est un rapport sans complaisance, et qui est probablement, je le dis pour notamment les acteurs qui ne sont pas dans le sujet, la plus grosse mine d'informations sur ce système et ses fragilités. Et on l'a rendu public parce que ça permet d'alimenter le débat. Voilà, donc on fait notre job, ce n'est pas facile. Maintenant, ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est difficile, mais que c'est nécessaire de faire évoluer le contrôle parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, ce consensus français sur ces exportations d'armes est fragile. Il est fragile parce qu'il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire des exportations qui ne sont pas légitimes, qui sont dangereuses, qui peuvent donner lieu à des détournements. Et donc la question de la confiance est posée. Et si nous voulons que notre pays reste un pays qui n'est pas un vassal des Américains ou d'autres fournisseurs d'armes, mais qui se conçoit comme une puissance autonome, ce que souhaitent les Français, il faut que ces exportations soient le plus contrôlées et sécurisées possible. Donc nous avons proposé, il y a maintenant presque un an, nous avons proposé de faire évoluer fondamentalement le rôle du Parlement par rapport aux exportations d'armes. Ça a été 2 ans de négociation, c'est toujours difficile. Et ce qui a été possible dans le domaine du renseignement, grâce à Sarkozy, je ne viens pas de cette famille politique-là, Moi non plus. ça a été très très étonnant pour moi de voir qu'effectivement Sarkozy, parce que peut-être ce n'est pas un énarque, ce n'est pas un haut fonctionnaire, est celui qui a fait le plus pour le Parlement dans les 30 dernières années. Tant mieux. Est-ce qu'on va réussir à faire pareil? On en prend le chemin. Donc nous avions, pour résumer, nous avions 2 grandes demandes vis-à-vis de l'exécutif. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de pression populaire et que le temps de travail d'un parlementaire, c'est un marché très concurrentiel et que si on ne me donne pas de rôle, moi, dans le contrôle de l'exportation d'armement, je ne vais pas m'y intéresser. Mais comment on augmente la pression populaire sur ce genre de questions? En faisant des soirées comme celle-ci Oui, et puis je dirais, la pression, elle est avec les médias, les ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui maintenant font effectivement de la présence sur place dans les lieux de conflit, comme vous l'avez fait, madame. C'est-à-dire, on est capable d'identifier des matériels, des moments d'utilisation et de les lier à des fournisseurs. Ça met sous pression le système. Donc, le système monte. Donc, on avait 2 demandes, pour être très précis. La première, c'était de faire en sorte de mettre sous contrôle politique, c'est-à-dire accord du Premier ministre en termes d'exportation, pas uniquement les armements, mais ce qui est encore beaucoup plus dangereux de notre point de vue, c'est les biens à double usage, et notamment tout ce que sont les matériels d'interception de communication. Vous connaissez Pegasus, le ciblage des Ouïghours, etc. Voilà. Voilà. J'ai été ciblé par Pegasus pendant quelques mois. Voilà, il y en a quelques-uns, peut-être pas tous dans cette salle, mais il y en a quelques-uns. Voilà, et donc on a... Voilà, et donc ça c'est un premier élément qui a été donné, qui a été accordé, un décret est sorti, il y a d'ailleurs mois dernier, disant maintenant, le double usage en termes d'arbitrage politique remonte depuis les services jusqu'au niveau du Premier ministre. C'est le début... C'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a un contrôle politique, ça veut dire que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'armement, à savoir ils étaient en responsabilité, va s'appliquer au double usage. C'est plus dans les services. C'est énorme et il y a un rapport annuel. Et le deuxième élément, c'est effectivement commencer à travailler sur le rôle du Parlement. Et là, on ne va pas directement dans une délégation parlementaire, sachant que, évidemment, les éléments couverts par le secret du travail de cette délégation parlementaire, vous ne les aurez pas dans les rapports, parce qu'ils sont couverts par le secret. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le rapport qu'ils n'ont pas été traités. Et donc, nous commencerons, dans les mois qui viennent, ce travail qui devra conduire un jour à une délégation parlementaire, et nous avons eu un décret en juillet pour commencer ce travail. Donc, pour nous, c'est un événement, c'est une avancée importante. Voilà, merci. Un petit point quand même. Peut-être, monsieur l'avocat, vous ne le saviez pas, mais qui a été présidente de la délégation parlementaire au renseignement pendant 18 mois, entre 2019 et 2020? Eh bien, une personne qui était avocate jusqu'en 2017 et qui était membre d'Amnesty International pendant 15 ans. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi faire attention et ne pas être totalement emporté par son lyrisme, je dirais, bienveillant, mais de se dire, avant quand même d'asséner le fait que les gens sont choisis, posez-vous des questions. Et comment est-ce qu'elle a été élue membre présidente de la DPR? Parce qu'elle a été élue par ses pairs, présidente de la commission des lois. Et que quand on est président de la commission des lois, on va à la DPR. Donc imaginez simplement
que quelque part dans un bureau de la DGA ou des services secrets, on se dit cette dame un jour va être effectivement à la DPR, elle va être à la commission des lois, et donc en amont je la formate, c'est juste impossible. Après, donc non, voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit que effectivement, comment sont choisis les parlementaires qui vont à la DPR, ben, je vous le dis très concrètement, ils sont choisis de façon démocratique. Non, il n'y a pas, non, on a l'habitude des débats, je sais où c'est des débats, et il n'y a pas de problème pour aller jusqu'au bout de son idée. Je crois que c'est important. Non, mais franchement, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, les contrôles juridictionnels sont difficiles, que globalement, ça a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, parce que ça, d'ailleurs, franchement, entre nous, vous êtes un des rares spécialistes du sujet qui vous impliquez à fond dans le sujet. Et c'est pas mal de commencer à faire en sorte que le juge soit présent. Ceci dit, il y a des limites à le faire aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de dire « je veux en tant qu'avocat avoir accès à tous les secrets qui me sont opposés », c'est une porte ouverte aussi à des sujets qui sont difficiles à traiter. Et je dirais aussi que vous n'aurez pas ces précautions ou ces contrôles juridictionnels ou parlementaires chez les pays qui sont agressifs par rapport à nous. Donc il faut bien voir qu'il y a une asymétrie très forte. Nous avons globalement confiance dans notre justice, confiance dans nos institutions, on a des frustrations comme vous, on peut effectivement améliorer les choses et on le fait, et je pourrais en parler sur l'armement. Je pense qu'il y a devant nous un chemin aussi d'autocontrôle, ou plutôt le gouvernement et l'exécutif doivent se restreindre. Je vais donner un seul exemple. Moi, j'ai produit du secret défense. Il y a des milliers de personnes qui, dans l'État, peuvent produire du secret défense. Qui est-ce qui décide que c'est secret défense? Celui qui signe le papier. Donc, si je suis, soyons concrets, je suis à Tombouctou, je m'emmerde, je suis ambassadeur, personne ne lit mes papiers, et un jour j'ai envie, bim, que ça remonte jusqu'au ministre, qu'est-ce que je fais? Je signe mon papier secret défense. Et tout d'un coup, tout le monde dit, ah, c'est important. Voilà. Donc, on est dans des situations dans lesquelles l'extension du secret est en fait pas tellement liée à son contenu, mais elle est liée à l'intention de l'auteur. Donc, je pense que l'opposabilité du secret défense est essentielle, son contrôle et la multiplication de ces contrôles, c'est quelque chose d'important. Et par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'on a pas mal de retard, c'est la tradition de la Ve République. On a effectivement devant nous aussi une armée, un État qui prend beaucoup plus de risques dans la sécurité internationale que nos amis allemands ou autres. Donc on est plus exposé aussi aux polémiques, etc. Mais il faut bien voir que c'est aussi le choix à la tradition française de se dire « je ne me désintéresse pas de la sécurité dans le monde et donc je prends des risques ». Et donc on est un État qui prend des risques. Voilà. Si on attend effectivement de la France d'être capable d'être le gendarme du monde, je pense que c'est une illusion. Et donc nous avons effectivement, je dirais, des responsabilités, mais en face de nous, il y a une souveraineté, et quand on ne fait rien, on nous attaque de passivité, et quand on intervient, on fait de l'ingérence. Donc c'est extrêmement difficile, l'équilibre est difficile, et je veux dire, quels que soient les gouvernements, l'attente des Français, c'est que les gouvernements prennent des risques par rapport à cela, mais la réalité, c'est que les États souverains sont de plus en plus souverains et de moins en moins désireux de voir des interactions. Voilà, ceci dit, juste pour terminer là-dessus, c'est un bon exemple. Je pense que le président de la République a mis une pression maximale sur la question de la corruption au Liban. Il est allé plusieurs fois. Au bout du bout, la lutte appartient aux Libanais.